Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, une nouvelle vidéo de café grand format. C'est ce format dans lequel, écoutez, je vais découvrir toute la collection Urban grand format. Ce sont ces éditions agrandies en Urban Indie. Il y a plein de titres, il y en a plein dans la pile à lire. Et je vous avais demandé de choisir comment est-ce qu'on allait trier tout ça pour savoir ce que j'allais lire. Ce qui est revenu le plus, c'est tout simplement 4 tirages au sort qu'on va faire maintenant dans la pale roulette. Et ensuite, je vous ferai voter sur Instagram et sur YouTube Communauté. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, voilà, je trouve que c'est le meilleur truc. J'ajouterai les votes et non, on m'imposera du coup ma lecture que vous retrouverez dans une seconde partie de vidéo. Juste après, là, dans quelques secondes, le temps de tirer au sort. La roulette s'affiche. Regardez, je vais même me décaler. Hop, allez, on va laisser place à la roulette juste ici. Et ça, c'est beau. Elle est là, magnifique. Pale roulette. Dans cette pale roulette, évidemment, que les titres Urban grand format. On est parti avec le doigt magique. C'est parti. Évidemment, j'ai enlevé Décorum tome 1, j'ai mis le Décorum tome 2 à la place, que j'avais pas mis juste avant. Et le premier choix sera le Dernier des Dieux, tome 1 évidemment. Ok, donc ça sera le premier des choix. Le Dernier des Dieux de Philip Kennedy Johnson. Ok, je peux normalement rafraîchir la roulette. Bon, si on retombe sur le Dernier des Dieux, eh bien écoutez, je relancerai. C'est pas grave, hein, ça risque d'arriver d'ailleurs une fois ou deux. Le Dernier des Dieux, premier choix. Le deuxième sera... Oh, alors je sais que beaucoup l'attendent. Effectivement, ça va être un favori ici. Seven to Eternity, Rick Remender et Opeña. Ok. Bon bah là, les amis, hein, ça sent mauvais pour les autres qui seront en face de ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres titres que les gens veulent autant voir que Seven to Eternity. Mais ok, on l'ajoute à la liste. Et on continue pour le troisième concurrent dans cette pale roulette. Et on va avoir... Bon, décidément... Allez, on est parti pour le troisième tirage au sort, troisième bouquin de cette pale roulette à atterrir dans le sondage. Attention, le troisième concurrent sera Gideon Falls. J'ai bien cru que ça allait tomber sur le Dernier des Dieux. Non, Gideon Falls, la deuxième intégrale, les fins du coup de cette aventure par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino évidemment. Ok. Pareil, quelques personnes qui voulaient connaître mon avis sur la fin de Gideon Falls. Ça sera l'occasion. Je rafraîchis la roulette et on va partir sur le dernier. Il risque d'y avoir des doublons là parce que un tiers de la roulette a déjà été tiré au sort. Il n'y a pas tant de titres que ça non plus dans la roulette. Et ça va être... Oh, ok. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent me faire du mal et qui vont choisir Primordial puisque c'est un peu le mal aimé? Intéressant. On a donc, on répète, le Dernier des Dieux, Seven to Eternity, Gideon Falls et Primordial. Voilà. Je vais faire les deux sondages tout de suite et je vous retrouve au moment des résultats et du bouquin que j'aurai lu du coup. C'est parti, c'est tout de suite. One week later. Les amis, les votes sont tombés il y a une semaine, ça y est. J'ai mis un peu de temps, évidemment, à lire le bouquin que vous avez sélectionné. Du côté de YouTube, puisque j'ai fait un post communauté pour vous faire voter, vous étiez à 47% pour le bouquin que j'ai lu. Et puis, sur Instagram, pareil, en sondage, 53%. Autant dire que c'est une majorité assez écrasante, qui fait que les autres n'ont pas eu beaucoup de chance. Est-ce que vous voulez qu'on garde ce format-là au niveau des pales roulettes plus votes? N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Le titre qui a reçu vos louanges, c'est évidemment Seven to Eternity. Alors oui, le bouquin est assez épais et j'ai mis quelques jours à le lire. Je vais le poser là pour l'instant. Regardez, il va être bien à côté de nous. Il va parader fièrement. Ouais, j'ai mis quelques jours à le lire. Mais ça y est, je l'ai fini hier soir. Et donc ce matin, c'est la première chose que je fais. Voilà. En réalité, c'est la deuxième chose. Parce qu'après avoir fait couler le café, j'ai déjà fait cette vidéo. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, j'ai posté une story qui disait « Imaginez, vous tournez une grosse vidéo et tout, et la sauvegarde est corrompue. » Voilà, donc c'est la deuxième fois que je la tourne. Voilà pourquoi c'est peut-être un peu plus
un peu plus frais dans mon esprit, un peu moins à chaud, mais toujours aussi honnête, oh, je vous le promets. Et je suis trop content d'enfin lire Seven to Eternity parce que c'est c'est le premier bouquin en grand format sur lequel j'ai craqué, sur lequel j'ai eu un coup de foudre absolu. Je trouve le bouquin absolument magnifique, cette cover, cette couleur, y a tout qui me séduisait. D'ailleurs, il y avait G, le jour où j'ai flashé sur ce bouquin en boutique, je suis reparti avec instantanément, parce que juste ça me donnait trop envie, et c'était le début de toute cette aventure avec le grand format. Et c'était il y a, je pense, un peu plus d'un an, franchement. Donc, voilà, c'était le début de cette aventure, et j'avais lu le premier chapitre et je l'avais refermé. J'essaierai de vous expliquer pourquoi après. On est donc dans le café grand format, évidemment. Je me suis refait un café pour le deuxième tournage, parce que on suit le concept. Voilà. Et puis on n'a jamais trop de café. Grand café, grand bouquin, et puis grande vidéo, je l'espère. En tout cas, de quoi ça nous parle Seven to Eternity? Si vous ne connaissez pas du tout, c'est évidemment signé Rick Remender, l'auteur de Deadly Class notamment. On lui rajoutera Black Science ou encore Fear Agent. Mais Deadly Class, ça me suffira pour moi, déjà, hein, dans un premier temps. Rick Remender et Jérôme Opeña au dessin. C'est un récit de fantasy. On va être plongé dans le monde de Zal, qui est dirigé par un Mosaic. Un Mosaic, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui manipule les esprits, en tout cas qui a des dons, qui a un pouvoir lié aux esprits. Chacun a son pouvoir hein, dans les Mosaics, mais notre roi, le roi Fange, le dieu des murmures, lui a un pouvoir très particulier qu'on nous résume derrière le bouquin. Je vais vous lire ça tout de suite. Le roi Fange a un œil dans chaque chaumière, un cœur dans chaque foyer et une langue dans chaque oreille. Veillez à ne jamais écouter sa proposition, mais surtout à ne jamais succomber à la peur qu'exercent ces murmures. Et oui, le roi Fange, le dieu des murmures, son pouvoir, c'est que tout simplement, il va vous faire une proposition. Si vous l'acceptez, alors à partir de là, vous devenez un petit peu son espion. Il voit à travers vos yeux, entend à travers vos oreilles, et peut vous murmurer des petites choses type un petit ASMR, vous savez ce qu'on adore. C'est un vilain, évidemment, ça va être l'antagoniste de notre histoire. Nos héros, nous, ce sont les Osidis, un clan qui a décidé de ne pas écouter la proposition. C'est le père, hein, le grand-père même, qui a décidé de faire ça. Il a dit non, nous n'écouterons pas la proposition, nous ne succomberons pas à cela. Et donc, évidemment, ils ont été bannis, traités comme des traîtres de la nation, et ils ont une réputation plutôt salie. Personne ne peut les blairer, tout simplement. Mais c'est au décès du grand-père que Adam, son fils, et donc le père, se dit qu'il va peut-être aller à la rencontre du dieu des murmures, Garils Sulm, de son vrai nom. Si je dis Garils, vous vous rappellerez que c'est lui. Hein. Garils, c'est notre antagoniste qui est juste là, le roi des murmures, le roi Fange. Voilà, il a plein de surnoms. Il se dit, Adam, je vais peut-être aller à la rencontre de ce Garils pour sauver ma famille. Voilà le début d'un long périple que va vivre Adam et Garils également. Passons, si vous le voulez bien, à l'avis, à mon avis sur ce bouquin-là. La première chose, les amis, qui choque vraiment au premier degré, c'est le dessin. Le dessin de Jérôme Opeña, je ne connais pas ce dessinateur. Dites-moi si je me trompe, mais je ne crois pas l'avoir rencontré dans mes lectures et j'en suis assez malheureux parce qu'en vrai, il est incroyable. Déjà, il va faire des dessins, évidemment, avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de précision, beaucoup d'émotion. Mais ce qui me choque le plus, c'est que il est absolument fabuleux sur le chara design et le world design même. Le chara design, vous savez, c'est tout simplement le design des personnages, ça porte bien son nom, et le world design, le design du monde. On regrettera parfois quand même quelques paysages un peu vides, on va pas se mentir, mais en même temps, ce qu'il met sur les personnages, les gars, les personnages sont à la fois dans un western, à la fois dans du post-apo, à la fois dans de la fantasy, et ça, il arrive à le retranscrire dans tous les costumes, dans tous les designs de visage, etc., dans le bestiaire. Le gars est fou, le gars est trop fort. Et en fait, c'est ce genre de dessinateur, comme l'a fait Wes Craig dans Deadly Class, Rick Remender a besoin de dessinateurs de ce talent-là parce qu'il est si précis dans sa narration, Remender, et dans son world building, que si tu as quelqu'un qui est légèrement en dessous, tout le bouquin va en pâtir. Et là, c'est pas le cas. Je trouve que Jérôme Opeña, il est vraiment à la hauteur du challenge, quoi, parce que c'est vraiment un challenge.
Mais autant j'ai adoré les dessins, autant évidemment, si je lis Seven to Eternity, c'est pour Rick Remender, ma découverte de 2023 avec Deadly Class, hein, la série qui est montée d'un coup dans le top, peut-être ma série préférée, vous le savez. Depuis, il y a eu Black Science, il y a eu Sacrifice, il y a eu Une soif légitime de vengeance. Bref, on a fait beaucoup de Remender, du bon et du moins bon. Salut Tokyo Ghost, désolé. Mais en tout cas, on voit que Remender, il touche un peu à tout. Effectivement, il y a du thriller polar avec Deadly Class, soif légitime de vengeance. Il y a de la SF avec justement Tokyo Ghost, mais aussi Fear Agent ou Black Science. Et puis on a même encore de la fantasy avec Sacrifice et Seven to Eternity. Et le gars touche à tout. Mais on se rend compte quand même qu'il a des thèmes de prédilection, ça c'est pas nouveau. En même temps, les auteurs que j'aime beaucoup, ils ont souvent ça. Et ça me dérange pas parce que ils savent ce qu'ils racontent. Ils cherchent juste des nouveaux moyens de raconter ça. Et ça me dérange pas. Évidemment, le thème de prédilection de Rick Remender, c'est la parentalité, voire même la paternité. Et là, autant vous dire que ces thèmes, il les prend en frontal. C'est-à-dire qu'il y a des bouquins où c'est un peu détourné. Il essaye de faire ça de manière un peu artistique, d'englober ça dans une histoire plus large, etc. Là, c'est pas le cas. Je trouve que de tout ce que j'ai lu de Rick Remender, c'est celui où il va le plus en frontal dans ses thèmes et ses valeurs. Le thème de la parentalité, on a évidemment, comme je vous l'ai dit, ça se joue sur plusieurs générations. Le grand-père et donc son lien avec son fils Adam. Évidemment un lien un peu particulier, surtout que Adam, je ne vous l'ai pas dit, mais son don à lui, c'est qu'il a un fusil, qu'on voit là aussi sur la couverture, et dedans, il peut ranger des balles, alors ils n'appellent pas ça des balles, ils appellent ça des clous, qui contient le sang de ses ancêtres, et lorsqu'il tire avec, il invoque son ancêtre, en tout cas il invoque les dons mosaques de ses ancêtres, donc forcément celui de son père notamment. Donc on va déjà avoir une relation qui va nous être décrite entre les deux hommes, mais en plus de ça, tu rajoutes une couche qui est que ils sont liés à jamais par le pouvoir d'Adam. Ils sont liés à jamais par le fait que malgré la mort, malgré ce qui les sépare, physique ou pas, ils sont toujours réunis et ils font équipe. Et je trouve ça trop beau. On a évidemment le lien d'Adam avec ses enfants à lui, qui va être un peu le début de cette aventure. La raison de cette aventure, c'est il veut sauver sa famille, dont ses enfants. Et ça va être comme ça le début d'une belle histoire. Mais au-delà de ça, même du côté de Garils, on a ça. On va évidemment nous raconter le lien avec ses parents, dans des cases qui sont assez touchantes, en vrai. Et puis, on va surtout avoir son lien avec ses enfants, parce qu'il y en a pas mal qu'il a placé un peu à droite à gauche pour régner. Et là aussi, la relation va être parfois un peu compliquée. Et ça, c'est clairement les thèmes de Rick Remender, mais x6, quoi. Qu'est-ce que tu demandes de plus ? Au niveau de ces thèmes, de ces valeurs, on va pouvoir retrouver d'autres choses. L'écologie, par exemple, qui va être très présente. La manipulation de masse, qu'on pouvait déjà retrouver notamment dans Tokyo Ghost. On va avoir la sécurité versus la liberté. Vous savez, un thème qui est beaucoup repris dans les comics. On l'a beaucoup vu dans Civil War, par exemple. C'était le thème de Civil War, mais c'est une question qui est beaucoup posée en Amérique. Où est-ce que s'arrête la liberté? Où est-ce que commence la sécurité? Quand est-ce que l'un commence à empiéter sur l'autre? Moi, c'est un thème que j'adore. Et ici, c'est clairement ça. La proposition que fait Garils au peuple, c'est beaucoup de vous dire, vous allez être en sécurité avec moi, acceptez cette proposition. C'est juste que oui, je veux voir à travers vos yeux et écouter à travers vos oreilles, mais vous en foutez, vous n'avez rien à vous reprocher, tu vois. Question qu'on peut aujourd'hui avoir avec la surveillance, etc. Très très intéressant. Et puis tout ça va amener à une question philosophique qu'on a beaucoup entendue, qui est peut-être la question philosophique qu'on entend le plus depuis l'Antiquité, c'est la satisfaction de tous les désirs qui amèneraient au bonheur ou pas. Donc, vous savez, c'est ce tonneau percé là, vous connaissez évidemment, mais est-ce que satisfaire ses désirs, c'est être heureux? On voit bien ici que c'est pas vraiment l'avis de Rick Remender, malgré le fait que le peuple ait accepté la proposition qui consiste à satisfaire leurs plus grands désirs, la plupart du temps. Personne n'est vraiment heureux dans ce monde-là. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose de plus, et ça, c'est à la libre interprétation du lecteur, et c'est trop cool. Et Rick Remender, si moi je l'adore, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il arrive vraiment à être à l'unisson avec moi, avec une synchronisation presque,
assez folle, c'est le fait que il manipule le rythme d'une manière absolument magistrale. Vraiment, le gars arrive absolument à percevoir, quand est-ce que quelque chose est un peu trop long, quand est-ce qu'un personnage, on l'a un peu trop vu, quand est-ce qu'il y a un peu trop d'action. Et en fait, dès le moment où tu commences à te faire une réflexion, il la coupe directement pour te proposer autre chose. Dès le moment où tu as un road trip un peu trop long, bam, tu bascules sur d'autres personnages qui sont en pleine bataille. Une fois que la bataille c'est un peu trop long, un peu trop le bordel, hop, il y a des personnages qui viennent expliquer ce qu'il faut expliquer, etc. Le rythme est magistral dans chacun de ses bouquins, il est trop fort pour ça, vraiment, c'est un dieu sur ça. Une de mes peurs que j'ai eues très vite, c'est le fait qu'on a dedans des inserts de pages de journal d'Adam Ozidis, notre personnage principal, qui écrit un journal, donc c'est souvent une page recto, parfois une recto verso, qui est écrit véritablement sur, tu vois, sur une page, quoi, pas dans une bulle. Donc il y a vraiment ce truc de, je me suis dit, merde, il casse un peu le rythme. Déjà, tu viens casser un peu ton médium, mais en plus de ça, ouais, en termes de rythme, ça freine beaucoup. Évidemment, là, tu te heurtes à un truc qui est que ça n'a pas été pensé pour ça. Et tu vois, genre, le comics en France, il souffre un peu de ça parfois parce que il est pensé comme une issue. Et l'issue, elle commence par une page de journal, et t'as ton histoire. Et c'est pas gênant, puisque d'une semaine à l'autre, bah tu vois, ça vient reprendre un peu ce qui a été dit, ça vient te donner un peu l'avis introspectif du personnage sur une situation, etc. Ça marche très bien. Mais dès le moment où tu les compiles, toi, tu vas pas lire un chapitre par un chapitre, et ben, t'arrives à un truc un peu trop dense, pratiquement, et qui, là, pour le coup, casse un peu le rythme, parce que t'es pas dans le format de prédilection. On va arriver sur la question de pourquoi est-ce que c'est trop bon. Mais avant ça, il faut quand même que je vous dise que ça a été un coup de cœur. Voilà, ça a été un coup de cœur. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas l'impression, parce que je dis quelques défauts, mais ça a été un coup de cœur absolu. J'ai absolument adoré. On est là sur un des meilleurs grands formats qu'on a eu dans cette série. Je le mets au niveau de Black Science ou de Layla Starr sans problème, vraiment du tout. Il est clairement dans le top 3. C'est absolument magistral. Et une des raisons à ça, pour moi, c'est son antagoniste, Garils, Saulm, donc le roi Fange, vous l'avez compris, le dieu des murmures, qui va très vite être accompagné d'Adam pour ce road trip, en fait. Et je le trouve génial. Je pourrais facilement le comparer à un Toyo Harada, par exemple, chez Valiant, qui est toujours d'ailleurs mon antagoniste de cœur. Mais même, on pourrait le mettre, pour être un peu plus grand public, à Thanos dans Infinity War en film, sans aucun problème, parce que c'est un personnage qui est mesuré. C'est un personnage qui a des justifications à ses actes. Tu peux être d'accord ou pas avec ses justifications, tu peux les accepter ou pas, et surtout, tu peux être d'accord ou pas avec ce qu'il en fait, mais rien que pour ça, bah c'est trop bien. Le personnage est trop bon. T'es pas ici sur un géant ou un homme surpuissant physiquement, etc. Il est assez classique. Il est même, de ce qu'on comprend sur son enfance, quasiment handicapé ou rejeté, tu vois. Et en fait, tu vas avoir là un personnage qui n'est pas un dieu qui crie sur les autres, qui donne des ordres forts, etc. Non, c'est le dieu des murmures et des propositions. T'es là sur un personnage qui insinue, voilà, qui s'immisce tout doucement. Et c'est parfait comme personnage, parce que c'est encore plus puissant, et surtout, ça fait écho à notre société actuelle, contemporaine et réelle, qui n'est pas dans un monde de fantasy. On a des dirigeants, je vous laisserai choisir lesquels, mais qui, effectivement, font ça, la manipulation de masse. Lancer des infos à droite à gauche, les murmures, etc., s'immiscer dans la vie des gens. Tout ça, ça existe dans notre monde. Et du coup, ça rajoute à Garils un côté réaliste qui est trop bon. J'ai sélectionné un passage avec un super marque-page en forme de carte à jouer. Mais il y a un passage où Garils, évidemment, est en train de s'expliquer avec Adam. Parce qu'il y a beaucoup ça. Pendant le road trip, d'ailleurs, je pense que ça pourrait ennuyer certaines personnes. Moi, j'ai adoré. Il y a un peu la confrontation des opinions entre les deux qui ne peuvent pas se blairer, évidemment, mais qui, petit à petit, vont trouver des points communs. Et la confrontation des idées passe par, évidemment, une justification aussi.
Et Gary nous dit « La hauteur d'esprit et l'intellectualisme sont souvent mal interprétés. Les idées progressistes partent de bonnes intentions au sein de l'élite, mais sont souvent difficiles à saisir pour les profanes. Si elles sont trop complexes, elles suscitent la confusion. Et cette confusion finit par leur faire percevoir ces idées comme malhonnêtes. Plus c'est simple, mieux c'est. Ce qui est simple, ils comprennent. Donc ce qui est simple est juste. La nouveauté et la différence les terrifient. » Et cette dernière case, elle est illustrée par la naissance de Garils, qui est rejetée à cause de ces différences. En quelques cases, il arrive à te justifier, pas à justifier, mais en tout cas, tu arrives à comprendre comment il a réussi à s'immiscer dans la masse, parce qu'ils sont trop cons, hein, grosso modo, hein, c'est ce qu'il te dit, parce que c'est pas l'élite, et qu'il a compris comment leur parler, il a compris ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait, et à partir de là, c'est pas sa faute, il leur a donné ce qu'il voulait. À partir de là, fallait qu'ils soient plus renseignés, quoi. Alors pourquoi est-ce que c'est un comics trop bon? Pour moi, c'est un comics trop bon parce qu'il est venu se heurter aux limites de son médium. Et me tapez pas dessus, hein, je suis désolé, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, le comics a des limites. Évidemment, tu peux tout raconter, et de plein de manières différentes, mais ça n'empêche qu'à un moment, tu as un format. Voilà. Que tu peux casser, hein, autant que tu veux, mais il y a un format quand même. Le format issue, le format bulle, etc., le 9e art, c'est règles de narration. Et là, il vient s'y heurter parce que il y a trop à raconter. C'est hyper dense. Que ça soit les nouvelles règles qui s'appliquent. On est sur des règles, des lois qui ne sont pas les nôtres, dans un monde qui n'est pas le nôtre, avec des races qui ne sont pas les nôtres, des pouvoirs, moi en tout cas que j'ai pas. Et tout ça, il faut que ça tienne dans cette histoire sans vraiment prendre le temps de le narrer. Encore une fois, tu commences vraiment in medias res, comme on dit, hein. Tu commences sans qu'on t'explique quoi que ce soit, tu es plongé dans ce monde-là, il n'y a pas un narrateur qui vient te dire voilà comment ça fonctionne dans le monde des algues. Non. Tu te démerdes. Tu vas réunir les pièces de puzzle. C'est hyper déconcertant au début. Ça expliquerait peut-être, je pense, pourquoi je l'ai abandonné la première fois que je l'ai lu au premier chapitre ou deuxième. Parce qu'effectivement, il faut s'accrocher pour comprendre, quoi. Et je trouve que par exemple, les pages du journal d'Osiris, elles sont typiquement la preuve qu'il était limité par les cases, par les bulles, etc. Attention, il y a certains auteurs qui ne s'en privent pas. Mais là, on voit bien qu'il ne voulait pas saccager son histoire pour expliquer tout ça, pour expliquer comment ça se passe dans la tête de son perso. Et du coup, il l'a fait autrement. Mais tu arrives sur une sorte d'hybride, tu vois, facilement. Donc, moi, c'est un coup de cœur absolu, encore une fois, vraiment. Mais c'est un comics qui vient se heurter à plein de limites et qui est, encore une fois, trop fort, trop bon. Il y a une histoire presque trop complexe et ça aurait mérité un récit un peu plus long pour permettre à tout ça de respirer un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire également qu'est-ce qu'on fait pour les prochains grands formats. Est-ce qu'on reste sur ce truc-là de tirage au sort plus vote? Est-ce qu'on fait que du vote, que du tirage au sort? N'hésitez pas à me le dire. Et moi, je lis tous les commentaires comme d'habitude. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un live, puisque tout le mois d'août, vous aurez un live tous les matins. C'est la matinale de Néo qui revient. On avait fait ça il y a 2 ans. Et c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire également ce que vous aimeriez y voir. Voilà. Merci à tous. On se retrouve très bientôt. Et ciao, ciao tout le monde.